23 enfants furent découverts enfermés dans le sous-sol d'une plantation de Géorgie en 1864. Tous présentèrent les mêmes traits distinctifs, de hautes pommettes, des yeux vert pâle et des cheveux auburn striés d'or. Lorsque des soldats de l'Union forcèrent les lourdes portes de fer du domaine de Thornhill, dans le comté de Burke, ils trouvèrent ces enfants blottis ensemble dans l'obscurité, certains âgés d'à peine 4 ans, d'autres proches de l'adolescence. L'aînée, une fille de 13 ans, raconta aux officiers quelque chose qui rendit physiquement malade des soldats pourtant aguerris. La maîtresse dit que nous sommes son héritage. Nous ne pouvons pas partir parce que nous sommes de son sang. Les archives militaires du 34e régiment d'infanterie du Massachusetts ne mentionnent l'incident qu'une seule fois, dans une lettre marquée « confidentielle » et enfouie dans les archives du régiment pendant plus d'un siècle. Les histoires locales du comté de Burke omettent complètement le domaine de Thornhill, comme si la plantation et sa maîtresse n'avaient jamais existé. Mais elles ont bel et bien existé, et ce que Catherine Thornhill créa durant les 16 années qui séparèrent la mort de son mari de l'arrivée des troupes fédérales représente l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire américaine. Un programme d'élevage systématique, conçu pour créer des générations de personnes réduites en esclavage, qui ne pourraient jamais échapper à leur servitude parce qu'elles étaient génétiquement liées à leurs propriétaires. Avant de poursuivre l'histoire de Catherine Thornhill et du cauchemar qu'elle bâtit dans la Géorgie rurale, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si cette histoire vous donne la chair de poule, appuyez dès maintenant sur le bouton s'abonner. Cette chaîne explore les recoins les plus sombres de l'histoire américaine. Les histoires qu'on n'enseigne pas à l'école. Les secrets enfouis dans les sous-sols des tribunaux et les archives militaires oubliées. Et je veux savoir d'où vous écoutez. Laissez un commentaire en indiquant votre état ou votre ville. Êtes-vous proche du comté de Burke, en Géorgie? Votre ville cache-t-elle des secrets comme celui-ci dans son passé? Découvrons-le ensemble. Revenons maintenant au point de départ. À un matin glacial de février 1847, lorsqu'une jeune veuve hérita d'une plantation moribonde et conçut un plan qui entrait la Géorgie pendant des générations. L'hiver où Catherine Danforth Thornhill enterra son mari fut le plus froid que le comté de Burke ait connu depuis 20 ans. Le domaine de Thornhill s'étendait sur 1700 acres de sol argileux rouge, à environ 11 km au sud-ouest de Waynesboro, le siège du comté. En 1847, le comté de Burke était un pays du coton, bien que moins prospère que les régions de la Black Belt, plus à l'ouest. La terre était épuisée, surexploitée par des décennies de monoculture. Les plantations qui avaient prospéré dans les années 1820 luttaient dans les années 1840, prises en étau entre la chute des prix du coton et la hausse des coûts. La guerre du Mexique avait attiré des travailleurs et les discussions sur l'expansion territoriale divisaient les communautés selon des lignes amères. Le domaine de Thornhill avait autrefois compté parmi les propriétés les plus prospères de la région. Le défunt mari de Catherine, Jonathan Thornhill, l'avait hérité de son père en 1838, avec 42 personnes, réduites en esclavage, un équipement adéquat et des dettes gérables. Mais Jonathan était un mauvais gestionnaire et un joueur invétéré. Lorsque la fièvre hivernale l'emporta en février 1847, le domaine était hypothéqué jusqu'au cou. Les champs produisaient à peine de quoi nourrir les travailleurs, et les créanciers tournaient autour comme des vautours. Catherine avait 28 ans lorsqu'elle devint veuve. Elle avait épousé Jonathan à 19 ans, dans un mariage stratégique arrangé par son père, Theodore Danforth, un marchand influent d'Augusta. Les Danforth faisaient partie de l'ancienne élite géorgienne, descendants de colons arrivés dans les années 1730. Catherine avait été instruite par des précepteurs privés, parlait passablement le français et avait été élevée avec l'idée qu'elle gérerait un foyer important. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était d'hériter d'une plantation en faillite, écrasée par les dettes, et d'un beau-fils de 16 ans qui la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Richard Thornhill était le fils de Jonathan issu de son premier mariage. Sa mère était morte en couche en 1831 et Jonathan s'était remarié 5 ans plus tard. Richard n'avait jamais accepté Catherine, la considérant comme une intruse ayant remplacé sa véritable mère. C'était un garçon renfermé, porté sur les livres, qui passait la plupart de son temps dans la petite bibliothèque du domaine, évitant à la fois sa belle-mère et le travail pratique de la plantation. Catherine le trouvait faible, irréaliste et beaucoup trop sentimental à propos des personnes réduites en esclavage. Il avait un jour suggéré qu'on leur apprenne à lire, une idée si dangereuse que Catherine lui avait interdit d'en reparler. La plantation elle-même reflétait son déclin.
La maison principale était une structure de briques blanchies à la chaux, sur 2 étages, avec 6 colonnes sur le portique avant, construite en 1805 dans le style fédéral. La peinture s'écaillait sur les cadres de fenêtres et le toit fuyait à 3 endroits. Le mobilier était un mélange de pièces héritées de la famille de Jonathan et de remplacements bon marché achetés lorsque les bonnes pièces avaient été vendues pour payer les dettes de jeu. Derrière la maison principale se trouvait la cuisine, le fumoir, la laiterie et la maison du contremaître, tous dans un état similaire de délabrement. Plus loin, au-delà d'une rangée de chênes verts drapés de mousse espagnole, se trouvaient les quartiers où vivait la population asservie. En 1847, 31 personnes restèrent sur la propriété, 11 hommes, 13 femmes et 7 enfants. 16 autres avaient été vendus au cours des 3 années précédentes pour satisfaire les créanciers de Jonathan. Ceux qui restaient savaient que d'autres ventes étaient à venir. La peur planait sur les quartiers comme le brouillard sur la rivière Savannah. Catherine passa le premier mois après la mort de Jonathan dans une sorte de fureur contrôlée. Elle rencontra l'avocat du domaine, Ambrose Talbert, qui exposa ses options en termes brutaux. Vendre la propriété et les travailleurs restants pour régler les dettes, et peut-être avoir assez pour vivre modestement à Augusta sous le toit de son père, ou tenter de rendre la plantation à nouveau rentable, ce que Talbert jugeait peu probable, compte tenu de l'état du marché du coton et des ressources épuisées du domaine. Aucune de ces options n'était acceptable pour Catherine. Retourner à Augusta signifierait admettre l'échec, vivre comme une veuve dépendante dans la maison de son père, à jamais marquée comme celle qui n'avait pas su conserver son héritage. Mais elle reconnaissait aussi que la gestion traditionnelle d'une plantation ne sauverait pas Thornhill. La terre était épuisée, l'équipement était vieux, le nombre de personnes réduites en esclavage était insuffisant pour exploiter les champs de coton de manière rentable, et elle n'avait pas l'argent pour en acheter d'autres. C'est au cours de l'une de ces nuits sans sommeil, penchée sur les livres de comptes du domaine à la lueur d'une bougie, que Catherine conçut son plan. L'idée s'imposa à elle avec la logique froide du désespoir. Si elle ne pouvait pas se permettre d'acheter des travailleurs, elle les ferait naître. Mais pas de la manière désordonnée pratiquée sur la plupart des plantations où l'on offrait de maigres incitations aux couples pour avoir des enfants et où l'on attendait 15 ans que ces enfants deviennent des travailleurs productifs. Non, Catherine imaginait quelque chose de bien plus systématique, bien plus contrôlé. Elle créerait une population de travailleurs biologiquement liés au domaine, qui ne pourrait jamais être vendus parce qu'il s'agirait de ses propres descendants, et qui développerait une loyauté instinctive envers la plantation parce qu'elle serait littéralement dans leur sang. Le plan était monstrueux, mais pour Catherine, il était aussi élégant. Elle était encore assez jeune pour enfanter. Elle sélectionnerait les hommes les plus forts et les plus sains parmi la population asservie et concevrait des enfants avec eux. Ces enfants seraient élevés en connaissant leur filiation, recevraient un traitement légèrement meilleur que les autres, afin d'assurer leur loyauté, et, une fois adultes, seraient appariés avec des femmes asservies pour produire la génération suivante. En 20 ans, calcula Catherine, elle pourrait disposer d'une main-d'œuvre de 50 personnes ou plus, toutes liées au domaine de Thornhill par des liens plus profonds que la simple propriété légale. Elle commença à tenir un journal pour en élaborer les détails. Ce n'était pas un journal intime. Catherine était bien trop pragmatique pour cela. Elle créa plutôt ce qu'elle appelait ses registres de culture, remplis de calculs, d'observations et de plans. Elle écrivait dans un simple chiffre de substitution, remplaçant les mots clés par des termes agricoles anodins. Les enfants devenaient des semis. Les hommes qu'elle sélectionnait devenaient des porte-greffes. Les grossesses étaient des plantations. Les pages du journal étaient couvertes de diagrammes qui ressemblaient à des tableaux d'élevage pour le bétail, parce que c'était essentiellement ce qu'ils étaient. La première sélection de Catherine fut un homme nommé Isaac, 24 ans, né sur la plantation et connu pour sa force physique et son tempérament stable. Elle le fit venir à la maison principale un soir de mars 1847, après que les autres travailleurs se furent retirés dans les quartiers. Ce qui se passa cette nuit-là ne fut consigné dans le journal de Catherine que comme « Première plantation achevée avec porte-greffe, 1, temps clair et doux ». 3 semaines plus tard, elle le convoqua à nouveau, puis encore 2 fois, avant la fin du mois. En avril, Catherine était convaincue qu'elle était enceinte. Elle nota cela dans son journal avec le même détachement émotionnel qu'elle aurait utilisé pour noter la mise en terre du coton. Culture initiale réussie, prévoir la récolte en décembre.
Richard Thornhill commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas chez sa belle-mère à la fin du mois de mai 1847. Il remarqua qu'elle avait cessé ses promenades matinales autour de la propriété, prétendant que la chaleur la dérangeait, alors que l'été géorgien n'avait à peine commencé. Elle prenait plus souvent ses repas dans sa chambre et avait congédié la domestique qui l'assistait habituellement, préférant gérer seule ses affaires. Pour une femme aussi soucieuse des apparences que Catherine, ce retrait était inhabituel. Mais ce fut une conversation que Richard surprit au début de juin qui l'alarma réellement. Il se trouvait dans la bibliothèque, caché derrière l'une des hautes étagères, lorsque Catherine rencontra Myriam Grayson dans le salon adjacent. Madame Grayson était la sage-femme locale, une femme de 50 ans au visage anguleux qui assistait aux naissances des familles blanches comme asservie dans tout le comté de Burke. Richard la connaissait vaguement. Elle avait la réputation d'être compétente, mais aussi de poser peu de questions et de garder les confidences. « Vous êtes absolument certaine de votre état, Madame Thornhill » demanda Madame Grayson, de son ton professionnel et sec. « Tout à fait certaine, » répondit Catherine. « Je dirais début décembre. Et Monsieur Thornhill est décédé en février, avez-vous dit. » Il y eut une pause. Richard se plaqua contre l'étagère, respirant à peine. « Mon défunt mari et moi avons été intimes en janvier, » répondit Catherine calmement, peu avant sa dernière maladie. Bien sûr, la voix de Madame Grayson contenait quelque chose, pas tout à fait de l'incrédulité, mais une neutralité prudente. « Je devrais vous examiner correctement, et nous devrons discuter des dispositions pour l'accouchement. Voulez-vous que je sois présente ici, à la maison? Oui, et j'aurai besoin de votre discrétion, Myriam. Absolument, comme toujours. » Richard attendit que les deux femmes aient quitté la pièce avant de sortir de sa cachette. Ses mains tremblaient. Les calculs ne concordaient pas. Son père avait été alité tout le mois de janvier, à peine conscient la plupart du temps, ravagé par la fièvre et les frissons. Richard avait veillé auprès de lui de nombreuses nuits. Il n'y avait eu aucune possibilité de relations intimes entre son père et Catherine, ce qui signifiait que l'enfant que Catherine portait avait été conçu après la mort de Jonathan, en mars ou en avril, avec quelqu'un d'autre. Les implications lui donnèrent la nausée. Si l'on apprenait que Catherine avait conçu un enfant hors mariage, le scandale détruirait ce qui restait de la réputation de la famille. Les créanciers saisiraient immédiatement la propriété. La famille Danforth à Augusta la renierait. Mais au-delà des conséquences pratiques, Richard était horrifié par la tromperie elle-même. Catherine comptait faire passer cet enfant pour l'héritier légitime de son père, mentir à tout le monde et bâtir son avenir sur une fraude. Il envisagea ses options. Confronter Catherine directement, mais il n'avait que 16 ans et elle détenait toute l'autorité légale sur le domaine. Aller voir l'avocat Talbert à Waynesboro? Sans preuve, ce serait sa parole contre celle de Catherine, et en tant que mineur, son témoignage aurait peu de poids. Écrire à son grand-père Danforth à Augusta? Mais Catherine lisait tout le courrier sortant du domaine. Richard se mit donc à observer Catherine attentivement, à chercher des preuves, à essayer de comprendre ce qu'elle préparait. Il remarqua qu'elle faisait venir Isaac régulièrement à la maison principale, toujours après la tombée de la nuit, toujours lorsque le contremaître était absent en ville ou occupé ailleurs sur la propriété. Il vit que la manière de Catherine envers Isaac différait de son comportement avec les autres personnes asservies. Pas aimable, exactement, mais moins ouvertement hostile. Elle lui parlait en phrases complètes plutôt qu'en ordre sec. En juillet, Richard était certain qu'Isaac était le père de l'enfant de Catherine. Cette certitude le remplit d'horreur, non seulement à cause de la violation des normes sociales et juridiques, mais à cause de ce que cela révélait du caractère de Catherine. Elle avait froidement, délibérément choisi de concevoir un enfant avec un homme asservi, de le faire passer pour celui de son mari défunt et de maintenir ce mensonge indéfiniment. Quel genre de femme était capable d'une tromperie aussi calculée? Il trouva une partie de la réponse au début du mois d'août, lors de l'un des rares voyages de Catherine à Waynesboro. Richard cherchait des documents juridiques liés au domaine, nourrissant l'idée vague de trouver quelque chose qui lui donnerait un levier sur Catherine, lorsqu'il découvrit un journal relié de cuir caché dans un tiroir verrouillé du secrétaire de Catherine. La serrure était assez simple pour qu'un adolescent déterminé puisse la forcer. Le journal était écrit en code, mais Richard avait toujours été doué pour les énigmes. Il lui fallut 3 jours, travaillant en secret chaque fois que Catherine était absente de la maison, pour décrypter le schéma de substitution de base. Ce qu'il lut lui glaça le sang. Catherine n'avait pas simplement une liaison avec Isaac. Elle mettait en œuvre un programme d'élevage délibéré. Le journal exposait le plan dans des détails glaçants.
Son intention de concevoir plusieurs enfants avec des hommes asservis sélectionnés, d'élever ces enfants comme partie intégrante de la main-d'œuvre de la plantation, puis de les faire se reproduire entre eux et avec d'autres personnes asservies afin de créer une population de travailleurs en constante expansion, génétiquement liée au domaine de Thornhill et à Catherine elle-même. Il y avait des tableaux, des calculs de naissance prévus sur des périodes de 5 ans, des notes sur les hommes présentant des caractéristiques physiques jugées désirables, des spéculations sur la transmission héréditaire de traits comme la force, l'intelligence et le tempérament. Cela ressemblait à un manuel d'élevage de bétail, sauf que le bétail était constitué d'êtres humains. Richard copia plusieurs pages du journal, traduisant le code en anglais clair, sa main tremblant si fort qu'il avait du mal à tenir la plume. C'était une preuve de la perversité de Catherine. Il pouvait porter cela aux autorités. Il pouvait la dénoncer. Mais ce soir-là, au dîner, Catherine le regarda de ses yeux verts glacial et dit avec désinvolture « Richard, êtes-vous allé récemment dans mon bureau? Certains de mes papiers semblent avoir été déplacés. »« Non, madame, » mentit Richard, la gorge nouée. « Je garde certains documents sous clé pour de bonnes raisons, » poursuivit Catherine en découpant sa viande avec des gestes précis. « Si je découvrais que quelqu'un a violé mon intimité, trahi ma confiance de manière aussi fondamentale, je serais obligé de prendre des mesures sérieuses. Comprenez-vous? Oui, madame. Bien. Parce que la loyauté familiale est tout, Richard. Absolument tout. Sans elle, nous ne sommes que des animaux qui se déchirent entre eux. » Elle sourit, mais son regard resta froid. « Je sais que vous aimiez beaucoup votre père. Je détesterais que sa mémoire soit entachée par un scandale. Surtout un scandale venant de l'intérieur même de son foyer. » La menace était claire. Si Richard tentait de révéler la vérité, Catherine trouverait le moyen de retourner la situation contre lui, de le présenter comme un beau-fils troublé et rancunier, inventant des mensonges sur une veuve en deuil. Qui croirait-on? Une maîtresse de plantation respectée, issue d'une famille influente, ou un adolescent maladroit connu pour son ressentiment envers sa belle-mère? Richard retourna dans sa chambre cette nuit-là et brûla les pages qu'il avait copiées, mais il continua d'observer Catherine et commença à se sentir de plus en plus mal. Cela débuta par une fatigue persistante. En septembre, Richard se retrouvait épuisé dès le milieu de l'après-midi, incapable de se concentrer sur ses livres. Son appétit diminua. Il développa des maux de tête fréquents qui rendèrent la réflexion difficile. En octobre, il souffrait de faiblesse musculaire et de douleurs abdominales occasionnelles. Catherine se montra très attentionnée. Elle insista pour que Richard reste alité. Elle lui préparait elle-même ses repas, lui apportant des bols de soupe et des aliments mous. Elle fit venir Madame Grayson pour l'examiner. La sage-femme, qui faisait aussi office de praticienne générale en l'absence d'un vrai médecin, diagnostiqua un épuisement nerveux compliqué d'une possible phtisie. Elle prescrivit du repos, de l'air frais, lorsque Richard se sentirait assez fort, et un tonique spécial que Catherine se procura dans une pharmacie d'Augusta. « La tuberculose frappe souvent les jeunes hommes de nature sensible, » dit Catherine à Richard en ajustant ses oreillers avec un soin affectueux. « Ton père avait un cousin qui en est mort exactement à ton âge. Nous devons être très vigilants. » Richard savait mieux. Il avait lu des descriptions de l'empoisonnement à l'arsenic pendant ses longues heures passées à la bibliothèque. Il reconnaissait les symptômes en lui-même. La fatigue, les troubles digestifs, la faiblesse musculaire. Catherine était en train de le tuer lentement, dissimulant un meurtre sous l'apparence d'une maladie, éliminant la seule personne qui connaissait son secret et représentait une menace pour ses plans. Mais il était trop faible pour se défendre, trop isolé pour obtenir de l'aide. Les domestiques de la maison obéissaient aveuglément à Catherine. Le contremaître venait rarement à la maison principale. La chambre de Richard se trouvait au 2e étage, et en novembre, il avait à peine la force de sortir du lit, encore moins de s'échapper et d'atteindre Waynesboro. Il fit une dernière tentative pour dénoncer Catherine à la fin du mois de novembre, en écrivant une lettre à son grand-père Danforth à Augusta. Il lui fallut 3 jours pour la rédiger, travaillant quelques minutes à la fois avant que l'épuisement ne le submerge. Il y décrivait le programme d'élevage de Catherine, son journal, l'empoisonnement. Il scella la lettre et la confia à l'une des plus jeunes domestiques de la maison, une fille nommée Pearl, la suppliant de la poster à Waynesboro, sans en parler à Catherine. Pearl prit la lettre, mais alla aussi prévenir Catherine, terrifiée à l'idée de ce qui se passerait si la maîtresse découvrait qu'elle gardait des secrets. Catherine lut la lettre sans expression, puis la brûla dans la cheminée devant Richard.
Tu es très malade, mon chéri, dit-elle doucement, presque tendrement. La fièvre affecte ton esprit. Tu imagines des choses qui n'existent pas. C'est une bénédiction, en réalité, que tu n'aies plus à souffrir très longtemps. Richard Thornhill mourut le 3 décembre 1847, 3 semaines avant son 17e anniversaire. Le docteur Samuel Pritchard de Waynesboro, appelé pour constater le décès, nota la phtisie comme cause de la mort et observa que le jeune homme s'était consumé avec une rapidité tragique. Catherine pleura avec retenue aux funérailles. Elle porta le noir pendant une année entière. 4 jours après l'enterrement de Richard, Catherine donna naissance à un fils en parfaite santé. Elle le nomma Jonathan, en l'honneur de son défunt mari, et prétendit qu'il était né légèrement prématuré, ce qui expliquait toute question sur le calendrier. Peu de gens dans le comté de Burke prirent la peine de compter à rebours à partir de la naissance jusqu'au veuvage de Catherine. Ceux qui le firent gardèrent leurs spéculations pour eux. Ce n'était pas le genre de choses que l'on discutait ouvertement. Les années entre 1848 et 1856 transformèrent le domaine de Thornhill d'une manière qui parut presque miraculeuse aux observateurs extérieurs. La plantation, qui avait frôlé la faillite, retrouva lentement sa stabilité. La production de coton augmenta. La main-d'œuvre asservie s'accrut. Catherine Thornhill acquit la réputation d'une maîtresse de plantation avisée, bien que quelque peu recluse, qui gérait sa propriété avec une efficacité peu commune. Mais cette efficacité avait un coût terrible que nul étranger ne voyait. Catherine donna naissance à 4 autres enfants entre 1848 et 1853. Des filles nommées Helena, Abigail et Margaret, et un autre fils qu'elle appela Samuel. Chaque naissance fut assistée uniquement par Miriam Grayson, désormais profondément complice des plans de Catherine. La sage-femme recevait une rémunération généreuse pour ses services et son silence, des honoraires réguliers bien supérieurs à ses tarifs habituels, ainsi qu'un petit cottage à la lisière de la propriété de Thornhill où elle pouvait vivre sans payer de loyer. Le rôle de Madame Grayson allait bien au-delà de l'accouchement des enfants de Catherine. Elle remplissait également une fonction plus sombre, veiller à ce que les femmes asservies de la plantation ne donnent naissance qu'à des enfants correspondant au plan méticuleux de Catherine. Lorsque des grossesses survenaient en dehors des appariements contrôlés par Catherine, et c'était le cas, car les êtres humains forment des liens et des relations intimes, même dans les conditions les plus oppressives, Madame Grayson fournissait des abortifs, des composés végétaux destinés à provoquer des fausses couches. Elle pratiquait ses interventions dans une petite pièce derrière la maison du contremaître, loin de la maison principale, loin des témoins. Les femmes soumises à ces avortements forcés en parlaient rarement, même entre elles. Le traumatisme était profond, le chagrin indicible dans un système qui leur refusait déjà toute autonomie sur leur propre corps. Mais des murmures circulaient tout de même dans les quartiers, des histoires de femmes enceintes une semaine et saignant la suivante, à qui l'on disait qu'elles avaient simplement perdu l'enfant naturellement, bien que tout le monde sache que Madame Grayson était intervenue. Une femme nommée Ruth tenta de résister. Au printemps 1851, elle était enceinte de 5 mois lorsque Catherine découvrit que le père n'était pas l'homme qu'elle avait désigné, mais un jeune travailleur des champs nommé Samuel, avec lequel Ruth avait noué un véritable attachement. Catherine ordonna à Madame Grayson d'interrompre immédiatement la grossesse. Ruth s'enfuit. Elle parcourut près de 6 kilomètres dans les forêts de pins au sud-ouest de la plantation, avant que les chiens du contremaître ne la rattrapent. Elle fut traînée de force au domaine de Thornhill, maintenue par 2 hommes, pendant que Madame Grayson lui administrait de force les composés abortifs. Ruth survécut physiquement à l'épreuve, mais quelque chose d'essentiel se brisa en elle. Elle travailla ensuite mécaniquement, parla peu, et mourut 2 ans plus tard, lors d'une épidémie de fièvre qui balaya les quartiers. Elle avait 24 ans, mais la tragédie de Ruth n'était qu'un cas parmi tant d'autres. En 1856, le programme de Catherine avait produit 7 de ses propres enfants, tous élevés dans un espace intermédiaire étrange. Ils étaient légalement asservis. Catherine les avait enregistrés comme tels dans les registres du comté, les déclarant comme enfants nés de femmes asservies de la propriété, ce qui lui conférait leur propriété légale. Mais en pratique, ils vivaient dans la maison principale, portèrent des vêtements décents, mangeaient mieux que les autres enfants asservis et recevaient une éducation informelle directement de Catherine. Le jeune Jonathan, l'aîné, avait 8 ans en 1856. C'était un enfant sérieux et silencieux qui ressemblait fortement à Catherine. Les mêmes yeux verts,
les mêmes cheveux auburn, les mêmes traits acérés. Il n'avait aucun souvenir de son père, Isaac, qui avait été vendu à une plantation d'Alabama en 1849. Une fois qu'Isaac eut rempli son rôle, Catherine trouva que sa présence devenait une complication. L'argent issu de sa vente permit de rembourser une partie des dettes restantes du domaine. Les plus jeunes enfants ne savaient rien de leur véritable filiation. Catherine leur disait qu'ils étaient de malheureux orphelins qu'elle avait accueillis dans sa maison par charité chrétienne. Elle leur apprit à lire et à écrire. Une illégalité dangereuse en Géorgie, où l'enseignement de la lecture aux personnes réduites en esclavage était interdit par la loi. Mais Catherine était convaincue que personne de l'extérieur n'entrerait jamais dans sa maison pour découvrir ce qu'elle enseignait à ses enfants. Elle les façonnait, les préparait à la phase suivante de son plan. Mais cette phase exigeait de la patience. Les enfants devaient atteindre leur maturité physique avant de pouvoir être utilisés pour la reproduction. Catherine poursuivait sa tenue de registre méticuleuse, suivant leur croissance, leur santé, leur tempérament. Elle notait quels enfants manifestaient une force physique, lesquels semblaient plus intelligents, lesquels étaient plus dociles. Elle planifiait des unions des décennies à l'avance. Entre-temps, elle continuait d'avoir des enfants. 3 autres naquirent entre 1854 et 1856. 2 fils, William et Henry, et une fille nommée Caroline. Chacun avait un père différent, soigneusement sélectionné parmi les hommes asservis du domaine. Les critères de Catherine étaient d'un pragmatisme impitoyable. Bonne santé physique, force, dentition correcte, bonne vue, aucune infirmité apparente. Elle ne se souciait nullement de leur personnalité ou de leur caractère. À ses yeux, il n'était que du matériel génétique à exploiter. Les hommes, eux, n'avaient aucun choix. Lorsque Catherine les faisait appeler à la maison principale, ils venaient, sachant qu'un refus entraînerait des châtiments brutaux ou la vente. Certains comprenaient ce qui se passait, que les enfants portés par Catherine seraient leurs propres enfants biologiques, même si ces enfants seraient élevés en croyant que Catherine était leur bienfaitrice et leur sauveuse. La torture psychologique de cette situation était extrême. Ils étaient forcés de devenir pères d'enfants qu'ils ne pourraient jamais reconnaître, jamais élevés, jamais protégés. Un homme nommé Thomas fut convoqué à la maison principale en 1855. Il avait 26 ans et était marié à une femme nommée Anna, qui vivait dans les quartiers. Anna était enceinte de leur premier enfant. Lorsque Thomas comprit que Catherine avait l'intention de l'utiliser pour la reproduction, il tenta de refuser. Le contremaître, un homme brutal nommé Virgile Cain, fit fouetter Thomas devant toute la population asservie rassemblée. 39 coups de fouet qui laissèrent son dos marqué à vie. Puis Catherine le fit tout de même amener à la maison principale. Thomas obéit. Il n'avait pas d'autre choix. Mais il ne parla jamais à Hannah de ce qui s'était passé dans la maison principale. Et Hannah ne posa jamais de questions. Certains savoirs étaient trop toxiques pour être formulés. En 1856, le domaine de Thornhill abritait une population qui paraissait normale en surface, mais qui était en réalité structurée selon la logique tordue de Catherine. Il y avait les travailleurs des champs, environ 20 adultes et leurs enfants, qui cultivèrent le coton et le maïs sous la surveillance du contremaître. Il y avait les domestiques de la maison, 3 femmes et un vieil homme, qui cuisinaient, nettoyaient et entretenaient l'espace domestique. Et puis il y avait les enfants spéciaux de Catherine, 10 au total en 1856, âgés de 8 ans jusqu'à la petite enfance. Ces enfants occupaient une position étrange dans la hiérarchie de la plantation. Les autres personnes asservies les enviaient pour leurs privilèges, mais les plaignaient aussi pour ce qu'ils représentaient. Tout le monde dans les quartiers comprenait, à un certain niveau, ce que Catherine faisait. Ils n'avaient pas les mots « eugénisme » ou « programme de reproduction ». Ces termes viendraient plus tard. Mais ils reconnaissaient le schéma. Ils voyaient comment Catherine tenait des registres détaillés sur les enfants, comment elle les mesurait périodiquement, comment elle consignait leur développement dans son journal verrouillé. Et ils attendaient, avec une anticipation horrifiée, ce qui se produirait lorsque ces enfants grandiraient. Car tout le monde savait ce que Catherine projetait. Elle l'avait rendu clair par des moyens subtils, dans ses commentaires et ses instructions. Ces enfants étaient élevés pour produire la prochaine génération de travailleurs. Ils étaient des outils dans le plan à long terme de Catherine pour créer une main-d'œuvre qui ne pourrait jamais partir, jamais être vendue, parce qu'elle serait génétiquement liée à elle et au domaine de Thornhill. C'était une abomination déguisée en innovation. Mais dans le monde isolé d'une plantation rurale de Géorgie dans les années 1850,
Sans surveillance extérieure et avec un pouvoir absolu concentré entre les mains du propriétaire, Catherine put poursuivre sa vision sans interférence. La seule personne qui aurait pu représenter une menace potentielle était l'avocat Talbert à Waynesboro, qui gérait les affaires juridiques du domaine et avait donc accès à des documents susceptibles de soulever des questions. Mais Talbert était un homme pragmatique qui appréciait les clients rentables. Et en 1856, le domaine de Thornhill devenait rentable. Les rendements du coton s'amélioraient. La main-d'œuvre augmentait grâce au programme de reproduction de Catherine, sans aucun coût d'acquisition. Les dettes diminuaient. Talbert ne posait pas de questions gênantes, car il bénéficiait du succès de Catherine. L'isolement du domaine contribuait au secret. Thornhill se trouvait à environ 11 km de Waynesboro, relié par une route rudimentaire souvent impraticable en hiver. Les voisins étaient rares. La plantation la plus proche se situait à 5 km. Catherine recevait peu de visiteurs et décourageait les visites sociales. Lorsqu'elle interagissait avec d'autres familles de planteurs, généralement à l'église le dimanche ou lors de réunions occasionnelles à Waynesboro, elle se présentait comme une veuve respectable, gérant la propriété de son défunt mari avec vertu chrétienne et sagesse pratique. Personne ne soupçonnait l'horreur systématique qui se déroulait derrière les murs de briques blanchies de la maison principale et dans les quartiers au-delà des chênes. Et même s'il l'avait soupçonné, s'en serait-il soucié? C'était la Géorgie des années 1850, une société fondée sur l'exploitation brutale du travail asservi. Le programme de Catherine était plus systématique, plus froidement calculé que la plupart, mais il n'était pas fondamentalement différent, dans sa nature, de ce qui se produisait sur des milliers d'autres plantations du Sud. C'était peut-être l'aspect le plus troublant de toute cette histoire. Le programme de reproduction de Catherine était monstrueux, mais il était aussi logique dans le cadre d'une société qui traitait déjà les êtres humains comme des biens à acheter, vendre et faire se reproduire à volonté. Elle avait simplement pris la logique sous-jacente de l'esclavage et l'avait menée jusqu'à l'une de ses conclusions les plus horrifiantes. Mais les systèmes bâtis sur une injustice aussi profonde contiennent en eux-mêmes les graines de leur destruction. Le changement arrivait en Géorgie et dans tout le Sud, même si, en 1856, peu de gens pouvaient imaginer à quelle vitesse ni avec quelle violence il se manifesterait. La fin des années 1850 apporta des tensions croissantes dans le comté de Burke et dans toute la Géorgie. La question de l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires dominait la politique nationale. Les violences dans le territoire du Kansas, où des colons pro-esclavage et anti-esclavage s'entretuaient littéralement, étaient évoquées avec anxiété au palais de justice de Waynesboro. L'élection présidentielle de 1856, qui porta James Buchanan au pouvoir, fit peu pour résoudre les conflits fondamentaux qui déchiraient le pays. Catherine prêtait peu d'attention à la politique. Son attention restait fixée sur Thornhill et sur son programme à long terme. En 1859, ses enfants aînés approchèrent de l'adolescence. Jonathan avait 11 ans, Elela Nena en avait 10, Abigail 9. Ils étaient encore trop jeunes pour la phase reproductive du plan de Catherine, mais elle faisait déjà des préparatifs, sélectionnant déjà quelles jeunes femmes asservies seraient des partenaires appropriés le moment venu. C'est durant cette période que Catherine construisit ce qu'elle appelait la salle de l'héritage, dans une section auparavant inutilisée de l'aile haie du manoir. Elle dit aux domestiques qu'il s'agissait d'un espace de stockage pour les archives familiales et les souvenirs. En réalité, c'était un sanctuaire dédié à son programme de reproduction. La pièce était sans fenêtre, éclairée par des lampes à huile, avec des murs tapissés d'étagères et une grande table au centre. Sur les étagères, Catherine conservait ses journaux codés. 3 volumes reliés de cuir en 1859, retraçant chaque naissance, chaque union, chaque observation sur le développement des enfants. Elle conservait aussi de petits flacons de verre, chacun étiqueté avec un nom et une date, contenant des mèches de cheveux de chaque enfant. Ces échantillons étaient disposés en rangées, organisés par génération et par filiation, constituant une archive physique de ses expériences génétiques. Sur la table, Catherine avait dessiné à l'encre des arbres généalogiques élaborés, montrant non pas de véritables liens familiaux, mais les unions qu'elle projetait pour les générations futures. Des lignes reliaient les noms, accompagnées de notations sur les résultats attendus. Constitution robuste, bonne dentition, intelligence, tempérament docile. Cela ressemblait à des tableaux d'élevage pour chiens de concours ou chevaux de course, sauf que les noms étaient ceux d'êtres humains. Abigail associée au fils de Thomas, Jacob.
Éléanore avec le fils d'Isaac, Marcus, qui devait naître en 1862. Margaret avec le neveu de Samuel, Peter. Catherine passait des heures dans cette pièce, planifiant sur plusieurs décennies, imaginant un domaine de Thornhill peuplé d'une centaine de travailleurs ou plus, tous descendants d'elle, tous liés génétiquement et psychologiquement à la terre. Dans son esprit, elle créait quelque chose de révolutionnaire, une plantation qui ne connaîtrait jamais de pénurie de main-d'œuvre, qui n'aurait jamais besoin d'acheter de nouveaux travailleurs, qui ne risquerait jamais d'évasion massive, parce que la population asservie n'aurait nulle part où aller. Ils étaient une famille, au sens le plus littéral du terme. La mise en œuvre pratique de cette vision exigeait de Catherine un contrôle encore plus strict des structures sociales de la plantation. Elle commença à séparer les enfants en différents groupes selon leur rôle dans son programme. Les enfants spéciaux, ses propres enfants biologiques, continuaient de vivre dans ou près de la maison principale. Les autres enfants asservis étaient maintenus à distance, dormant dans les quartiers, travaillant dans les champs dès qu'ils en avaient l'âge. Mais Catherine avait aussi besoin de ses autres enfants. Ils étaient nécessaires au brassage génétique qu'elle envisageait. Elle mit donc en place un système de manipulation subtile, offrant de petits privilèges aux familles, qui coopéraient avec les unions imposées, menaçant de séparation et de vente celles qui résistaient. La pression psychologique était immense et constante. Une femme nommée Violette, mère de 3 enfants, se retrouva dans une situation impossible. En 1860, Catherine décida que la fille aînée de Violette, une jeune fille de 14 ans nommée Sarah, devait être associée à l'un des travailleurs des champs plus âgés, un homme d'une trentaine d'années nommé Elijah. Sarah était terrorisée. Elle n'était encore qu'une enfant, et Elijah avait l'âge d'être son père. Violette supplia Catherine d'attendre, de laisser à Sarah un peu plus de temps. La réponse de Catherine fut glaciale. « Tu as 2 filles plus jeunes, Violette. Préférerais-tu que je les vende pour régler cette affaire? Ou Sarah fera-t-elle son devoir envers ce domaine et envers toi ?» Sarah fut associée à Elijah cet automne-là. Elle donna naissance à une fille 9 mois plus tard et mourut des complications de l'accouchement. Elle avait 15 ans. Violette ne se remit jamais de cette perte. Elle continua à travailler mécaniquement, sans parler à personne, et en 1862, elle se jeta dans la rivière Savannah et se noya. Mais des tragédies comme celle de Sarah et Violette restaient invisibles aux observateurs extérieurs. Lorsque des visiteurs se rendaient à Thornhill, ce qui était rare, ils voyaient une plantation bien gérée, des champs soignés, une maison solide et une main-d'œuvre qui semblait suffisamment nourrie et logée. L'horreur était soigneusement dissimulée, enfouie dans les quartiers, enfermée dans la salle de l'héritage, codée dans les journaux de Catherine. Puis vint 1860, et tout changea. Abraham Lincoln fut élu président. La Caroline du Sud fit sécession de l'Union en décembre. La Géorgie suivit en janvier 1861, lorsque les délégués à la Convention de sécession de Milledgeville votèrent à 208 contre 89 pour quitter les États-Unis et rejoindre les États confédérés d'Amérique. La guerre éclata en avril avec le bombardement de Fort Sumter. Au début, de nombreux Géorgiens pensaient que le conflit serait court, quelques mois, peut-être un an, et que la Confédération établirait son indépendance. Mais la guerre s'enlisa, de 1861 à 1862, puis à 1863. Les jeunes hommes du comté de Burke partirent combattre en Virginie et dans le Tennessee. Certains revinrent dans des cercueils, d'autres ne revinrent jamais. La guerre perturba les plans de Catherine de manière imprévue. Le contremaître, Virgil Kane, s'engagea dans l'armée confédérée en 1861 et fut tué à Shiloh en avril 1862. Trouver un remplaçant fut difficile. La plupart des hommes blancs valides étaient repartis à la guerre. Catherine finit par engager un vieil homme nommé Silas Kendrick, trop âgé pour le service militaire. Kendrick était moins brutal que Kane, mais aussi moins efficace pour maintenir la discipline et le contrôle. La population asservie de Thornhill commença à sentir l'évolution des rapports de force. Des nouvelles filtraient à travers les réseaux reliant les plantations de Géorgie. Des murmures de victoire de l'Union, des rumeurs selon lesquelles Lincoln aurait proclamé la liberté des personnes asservies dans les territoires confédérés, des spéculations sur ce qui se passerait si les Yankees descendèrent vers le sud. Catherine resserra son contrôle autant qu'elle le pouvait. Elle confina la population asservie à la plantation, interdisant à quiconque de partir, même pour rendre visite à des proches sur des propriétés voisines.
Elle augmenta légèrement les rations pour réduire la tentation de fuite. Et elle accéléra son programme de reproduction, forçant certains enfants à entrer dans des unions plus tôt que prévu. Jonathan, son fils aîné, eut 15 ans en décembre 1862. Catherine décida qu'il était prêt. Elle avait choisi une jeune femme nommée Rachel, 16 ans, fille de l'un des travailleurs des champs. Rachel n'eut aucun mot à dire. En février 1863, Catherine organisa le mariage de Jonathan et Rachel lors d'une cérémonie qu'elle officia elle-même dans la maison principale. Une parodie de mariage sans aucune valeur légale, destinée uniquement à donner un vernis de respectabilité à l'union reproductive. Jonathan, élevé dans l'isolement des autres personnes asservies et conditionné à voir Catherine comme sa bienfaitrice, accepta cet arrangement sans poser de questions. Il n'avait aucune compréhension de ce qu'on lui avait fait, aucune conscience que Catherine était sa mère biologique, aucun sens de la profonde monstruosité de la situation. Rachel, traumatisée jusqu'au silence, ne dit rien. Mais les autres, dans les quartiers, observaient. Ils virent Catherine associer ses enfants spéciaux, ceux qu'elle avait élevés dans la maison principale, avec d'autres jeunes asservis. Ils comprirent que c'était la phase suivante de ce que Catherine préparait depuis toutes ces années. Et une colère silencieuse et désespérée commença à monter dans les quartiers. Une colère qui n'aurait aucun exutoire jusqu'à ce que les circonstances basculent enfin en leur faveur. Le printemps 1863 apporta de terribles nouvelles au comté de Burke. Les pertes confédérées s'accumulaient. L'armée de l'Union contrôlait le Mississippi après la chute de Vicksburg. En juillet, l'invasion de la Pennsylvanie par Lee se termina en désastre à Gettysburg. Les pénuries de nourriture, de tissus et de fournitures de base rendèrent la vie de plus en plus difficile, même pour les familles blanches de planteurs. Pour la population asservie, les conditions devinrent encore plus dures lorsque Catherine rationna tout plus sévèrement. Mais quelque chose d'autre se produisait à Thornhill, quelque chose que Catherine tenta désespérément de cacher au monde extérieur. Les enfants qu'elle avait fait naître et élever commençaient à prendre conscience de leur véritable filiation. Cela commença avec Elena, la deuxième fille de Catherine, âgée de 14 ans. Elle avait toujours été la plus observatrice des enfants, celle qui posait des questions dérangeantes. En mai 1863, alors qu'elle aidait Catherine à organiser des papiers dans le bureau, Elena découvrit l'un des journaux codés que Catherine avait laissé négligemment déverrouiller. Elena avait appris à lire grâce à Catherine elle-même. Elle était intelligente, curieuse et lassée du peu de lecture disponible dans la maison. Le chiffre du journal l'intrigua. Elle passa 3 semaines à y travailler en secret, comme Richard l'avait fait 16 ans plus tôt, décodant lentement le système de substitution. Ce qu'elle découvrit détruisit toute sa compréhension de sa propre existence. Le journal décrivait sa conception. 2e plantation avec porte-greffe, 2, Thomas, âge 21 ans. Excellent spécimen physique. Dos solide. Bonne dentition. Temps chaud et humide. Prévoir la récolte fin octobre 1848. Elena relut l'entrée encore et encore, les mains tremblantes. Porte-greffe, 2. Thomas. Elle connaissait Thomas. C'était l'un des travailleurs des champs. Un homme silencieux d'une trentaine d'années qui ne croisait jamais le regard de personne. Il était son père. Catherine était sa mère. Elle n'était pas une orpheline recueillie par charité. Elle était le produit d'une expérience de reproduction délibérée. Les implications se bousculèrent dans l'esprit d'Elena. Si cela était vrai pour elle, cela l'était aussi pour Jonathan, pour Abigail, pour tous les enfants que Catherine avait élevés dans la maison principale. Ils étaient les enfants biologiques de Catherine, conçus avec des hommes asservis, et on leur avait menti toute leur vie. Pire encore, le journal exposait les projets de Catherine pour leur avenir. Elena lut les annotations sur les unions prévues, sur les descendants attendus, sur la création d'une main-d'œuvre autosuffisante. Elle vit son propre nom sur l'un des schémas, relié par une ligne à quelqu'un nommé Marcus, fils d'Isaac, devant naître en 1862. Union avec Éléanore prévue pour 1865. Elena eut la nausée. Catherine avait l'intention de l'associer à un garçon qui n'était même pas encore né, de la forcer à donner naissance à des enfants qui seraient réduits en esclavage sur cette plantation pour toujours, de la transformer en un nouvel outil reproductif dans ce système cauchemardesque. Elle confronta Catherine ce soir-là, la voix tremblante de rage et d'horreur. « J'ai lu votre journal. Je sais ce que vous êtes. Je sais ce que je suis. » Le visage de Catherine se figea, ses yeux froids comme l'hiver. « Tu n'aurais pas dû faire cela, Elena. Vous êtes ma mère.
Thomas est mon père, et vous prévoyez de nous faire nous reproduire comme des animaux. Elellanena peinait à articuler les mots. « Assieds-toi » ordonna Catherine. « Non, assieds-toi. » La menace dans sa voix était sans équivoque. Elellanena obéit, le corps entier secoué de tremblements. Catherine fit les 100 pas dans la pièce, réfléchissant clairement au problème que représentait désormais Elellanena. Enfin, elle parla. « Tu es assez intelligente pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Alors je vais être clair. Oui, je suis ta mère biologique. Oui, j'ai mis en place un programme systématique pour créer une main-d'œuvre autosuffisante pour ce domaine. Et oui, toi et les autres y participerez lorsque vous serez en âge. »« Je ne le ferai pas, » dit Elellanena, mais sa voix manquait de conviction. « Tu le feras, parce que l'alternative est bien pire. » Catherine se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui d'Elellanena. « En ce moment, tu vis dans cette maison. Tu manges bien. Tu portes des vêtements corrects. Tu sais lire et écrire. Que crois-tu qu'il se passera si tu refuses de coopérer? Je te vends. Je te vends à une plantation en Alabama ou dans le Mississippi, où on épuise les travailleurs des champs jusqu'à la mort en 5 ans, où les femmes sont brutalement maltraitées comme une routine, où la lecture te vaudrait le fouet, ou pire. Est-ce cela que tu veux? » Elellanena ne répondit pas. Les larmes coulaient sur son visage. Je m'en doutais. Catherine se redressa. « Tu ne parleras pas de cela à tes frères et sœurs. Tu n'en parleras à personne dans les quartiers. Tu continueras ta vie exactement comme avant. Et lorsque viendra le moment de remplir ton rôle dans l'avenir de cette famille, tu le feras. Est-ce clair? » « Oui, » murmura Elellanena. Mais Catherine avait commis une erreur critique. Elle avait révélé la vérité sans contrôler suffisamment l'information. Elellanena parla aux autres. Pas immédiatement, mais progressivement, prudemment. Elle parla d'abord à Jonathan, lui racontant les entrées du journal qu'elle avait mémorisées. La réaction de Jonathan fut différente de la sienne. Il avait été si profondément conditionné par Catherine, si complètement isolé de toute autre manière de comprendre le monde, qu'il peinait à voir ce qu'il y avait de mal dans le plan de Catherine. « Elle nous a donné une meilleure vie, » dit Jonathan, confus par la colère d'Elellanena. « On aurait pu travailler dans les champs. Au lieu de ça, on est ici. Nous sommes des biens, Jonathan. Nous sommes des esclaves. Notre propre mère nous a réduits en esclavage. Elle nous protège. Elle nous garde ensemble. Si on était vendus, on serait séparés, envoyés dans des endroits différents. Comme ça, on reste ensemble. On reste à Thornhill. » Elellanena comprit avec horreur que Jonathan avait été trop bien endoctriné. Il ne voyait pas la cage que Catherine avait construite autour d'eux. Mais Abigail, 13 ans, vive comme le ver, comprit immédiatement lorsque Elellanena lui parla. Et Margaret, 12 ans, comprit aussi. Les plus jeunes étaient encore trop jeunes pour saisir toute l'ampleur de la vérité, mais les aînés savaient désormais. Ils savaient ce qu'ils étaient et ce que Catherine projetait pour eux. Cette connaissance changea l'atmosphère dans la maison principale. Catherine le sentit, ce changement dans l'air, la façon dont ses enfants la regardaient désormais. Il y avait de la peur, oui, mais aussi autre chose, du calcul, de l'attente. Il gagnait du temps, et Catherine le savait. Elle envisagea ses options. Elle pouvait vendre les enfants plus âgés, éliminer le problème, mais cela gaspillerait des années d'investissement et de planification. Elle pouvait les punir assez sévèrement pour briser leur esprit, mais une brutalité physique risquait de les endommager d'une manière qui nuirait au programme de reproduction. Elle avait besoin qu'ils soient en bonne santé, capables d'avoir des enfants. Catherine choisit donc une autre approche. Elle démontrerait les conséquences de la désobéissance à travers quelqu'un d'autre. En août 1863, une jeune femme nommée Grace tenta de s'enfuir du domaine de Thornhill. Elle avait 17 ans, était enceinte et désespérée. Elle avait été forcée d'être mise en couple avec l'un des ouvriers agricoles contre sa volonté, et elle ne supportait pas l'idée de mettre un enfant au monde dans ce système. Elle s'enfuit de nuit, se dirigeant vers l'est, vers la rivière Savannah, espérant pouvoir traverser en Caroline du Sud et de là, rejoindre les lignes de l'Union. Elle fut rattrapée en moins de 12 heures. Les chiens suivirent sa piste jusqu'à un ruisseau situé à 3 miles de la plantation. Elle fut ramenée, enfermée dans l'un des bâtiments annexes. Et le lendemain matin, Catherine rassembla tout le monde, toutes les personnes réduites en esclavage, y compris ses enfants spéciaux de la maison principale, dans la cour entre les quartiers et le manoir. Grace fut amenée, les mains liées. Catherine se tenait sur le perron de la maison principale, le visage impassible.
Cette femme a tenté d'abandonner ses responsabilités envers ce domaine et envers vous tous. Elle a tenté de détruire la famille que nous avons bâtie ici. La sanction pour une telle trahison doit être sévère. Ce qui suivit fut brutal. Grace fut fouettée en public. 20 coups de fouet administrés par le vieux contremaître Kendrick qui exécuta la punition avec une réticence sombre. Catherine força tous les enfants à regarder, y compris ses propres enfants biologiques. Le message était clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui tentent de partir. Mais Catherine se trompait encore. Le châtiment public ne terrifia pas la population asservie jusqu'à la soumission. Au contraire, il clarifia quelque chose. Catherine était prête à recourir à une violence extrême pour maintenir son contrôle, ce qui signifiait qu'elle avait peur. Et si elle avait peur, cela voulait dire qu'ils avaient plus de pouvoir qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Des murmures commencèrent à circuler dans les quartiers dans les semaines qui suivirent. Des murmures sur l'attente du bon moment. Des murmures sur ce qui se passerait quand la guerre prendrait fin. Parce qu'elle finirait sûrement. Parce que les Yankees viendraient sûrement vers le sud. Et parce que les choses changeraient sûrement. Il suffisait de survivre jusque-là. Elela Nena entendit ces murmures. Elle commença à passer du temps près des quartiers quand Catherine ne regardait pas, développant des relations avec les autres personnes réduites en esclavage dont elle avait été tenue éloignée toute sa vie. Elle apprit des choses que Catherine ne lui avait jamais dites, au sujet de son père Thomas, des autres hommes que Catherine avait utilisés, des femmes qui étaient mortes ou avaient été brisées par le programme de Catherine. Un soir d'octobre, Elela Nena rencontra un groupe de femmes plus âgées, réduites en esclavage, dans les bois au-delà des quartiers. Elles s'assirent en cercle dans l'obscurité, parlant à voix basse. Une femme nommée Hope, dans la quarantaine, regarda Elela Nena avec quelque chose entre la pitié et le respect. « Ta mère, » dit Hope doucement, « elle pense qu'elle a créé quelque chose de spécial ici. Elle pense qu'elle a créé une famille. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est créer des gens qui la haïssent d'une manière qu'elle ne peut même pas comprendre. Que se passera-t-il quand la guerre se terminera ?» demanda Eleanor. « Ça dépend de qui gagne, » répondit Hope. « Si les Yankees gagnent, nous serons libres. Si les Confédérés gagnent, les choses resteront pareilles ou empireront. Mais dans tous les cas, ta mère ne pourra pas continuer à faire ce qu'elle a fait. Trop de gens savent. Trop de gens sont en colère. Quelque chose doit céder. Et si nous faisions céder les choses nous-mêmes ?» demanda Elela Nena. Les femmes la regardèrent, surprises. Hope se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu dis, enfant? Et si nous n'attendions pas la fin de la guerre? Et si nous mettions fin à tout cela nous-mêmes ?» L'idée resta suspendue dans l'air, dangereuse et enivrante. Une des femmes plus jeunes, Anna, prit la parole. « Tu parles de fuir, de partir tous ensemble, ou de se battre? Il n'y a que Madame Catherine et le vieux Monsieur Kendrick, dit Eleanor. Nous sommes 40, et 20 d'entre nous sont des enfants. Hope répondit de manière pragmatique. Et où irons-nous? Les Confédérés attrapent les fugitifs. Ils nous tuent ou nous vendent encore plus au sud. Et toi, tu crois qu'ils te verront comme l'une des nôtres ou comme l'une des leurs? La question fit mal, parce qu'Elela Nena n'avait pas la réponse. Elle était la fille de Catherine. Elle avait grandi dans la maison principale. Elle savait lire et écrire. Sa peau était plus claire que celle de la plupart des gens des quartiers. L'accepteraient-ils seulement si les choses devenaient violentes? Avant qu'Elela Nena ne puisse répondre, elles entendirent des pas fracasser les broussailles. Tout le monde se dispersa, se fondant dans l'obscurité. Elela Nena courut vers la maison principale, le cœur battant, se demandant si quelqu'un avait entendu leur conversation, si Catherine allait découvrir la vérité, si tout était sur le point de s'effondrer. Mais aucune punition ne vint. Le lendemain passa normalement, puis le suivant aussi. Il semblait qu'elles avaient échappé à la détection. Mais la graine avait été plantée. L'idée qu'elles n'avaient pas besoin d'attendre passivement que des forces extérieures les libèrent. Elles pouvaient agir elles-mêmes. Cette idée se propagea dans les quartiers comme une fièvre. Catherine sentit le changement sans pouvoir en identifier la source. Elle augmenta la surveillance, fit patrouiller Kendrick la nuit, restreignit encore davantage les déplacements. La tension au domaine de Thornhill s'épaississait chaque semaine. C'était comme regarder un orage se former à l'horizon, des nuages sombres s'amoncelant, l'électricité chargeant l'air, tout le monde attendant que la foudre frappe. La rupture survint en mars 1864, mais pas de la manière que quiconque avait prévu. Une unité de cavalerie confédérée traversa le comté de Burke, réquisitionnant des provisions dans les plantations. Nourriture, chevaux, tissus,
tout ce qui pouvait servir à l'effort de guerre. Catherine n'avait pas le choix. Elle fournit du maïs, de la viande conservée et 2 des meilleurs chevaux de la plantation. Les soldats ne restèrent qu'une nuit, campant dans les champs au-delà des quartiers et repartirent à l'aube. Mais leur présence eut des conséquences. Les soldats parlaient ouvertement de l'avancée de la guerre, et les nouvelles étaient mauvaises pour la Confédération. Sherman avançait à travers la Géorgie. Les forces de l'Union se rapprochèrent de plusieurs directions. Certains soldats parlèrent de façon fataliste de la guerre comme étant perdue, de rentrer chez eux, de l'impossibilité de maintenir le combat beaucoup plus longtemps. La population asservie de Thornhill entendit chaque mot. L'espoir se répandit dans les quartiers. La liberté arrivait. Peut-être dans des mois, peut-être dans des semaines, mais elle arrivait. Il suffisait de tenir encore un peu. Sauf que Catherine, sentant cet espoir et terrifiée par ce qu'il signifiait pour ses projets à long terme, décida d'agir de façon décisive. Si la Confédération tombait, si la population asservie était libérée, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait. Ses enfants spéciaux partiraient. Son programme de reproduction prendrait fin. 16 années de travail n'auraient servi à rien. Elle ne pouvait pas permettre que cela arrive. Dans la nuit du 17 mars 1864, Catherine rassembla ses enfants biologiques dans la maison principale. Jonathan, Elena, Abigail, Margaret, Samuel, William, Henry, Caroline, et les 3 plus jeunes qui étaient encore nourrissons. 11 enfants au total, âgés de 16 ans à 6 mois. Les choses vont changer très bientôt, leur dit Catherine, la voix calme mais les yeux brûlants d'intensité. La guerre pourrait mal se terminer pour nous. Les Yankees pourraient venir. Il pourrait y avoir des tentatives pour vous enlever à moi, pour détruire notre famille. Je ne peux pas permettre que cela arrive. Elena sentit une glace lui glisser le long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu prépares? Nous allons assurer notre avenir, répondit Catherine. Ce soir. Elle les conduisit dans la salle de l'héritage, dans l'aile est, la pièce dans laquelle aucun d'entre eux, sauf Jonathan, n'avait jamais été autorisé à entrer. Catherine alluma les lampes à huile, illuminant les étagères de journaux, les fioles contenant des mèches de cheveux, les arbres généalogiques élaborés dessinés sur du papier et épinglés au mur. « Ceci est notre héritage, » dit Catherine. « Voilà ce que nous avons construit ensemble, et personne ne nous l'enlèvera. » D'un cabinet verrouillé, Catherine sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient plusieurs bouteilles en verre contenant un liquide clair. « C'est un médicament appelé l'ordanum », expliqua-t-elle. À petite dose, il soulage la douleur. À dose plus importante, il offre la paix éternelle. Abigail haleta. « Tu veux nous empoisonner? Je veux vous protéger, » corrigea Catherine, sa voix prenant une teinte désespérée. « Si les Yankees arrivent, s'ils libèrent les autres, où irez-vous? Vous n'êtes pas assez blanc pour vivre dans la société blanche. Vous n'êtes pas non plus complètement noir à leurs yeux. Vous serez des parias, appartenant à personne, n'ayant votre place nulle part. Est-ce mieux que de rester ici, de rester ensemble, de rester avec moi? Oui, dit Éléanore fermement. Tout est mieux que ça. Le visage de Catherine se durcit. Tu es trop jeune pour comprendre. Vous êtes tous trop jeunes. Mais je suis votre mère, et je sais ce qui est le mieux pour cette famille. Elle s'approcha des bouteilles, mais Jonathan s'interposa entre elle et les autres. Il avait 16 ans, presque aussi grand que Catherine, et quelque chose avait changé dans son regard. « Non, » dit-il doucement. « Jonathan, ne sois pas idiot. Tu comprends le plan. Tu l'as toujours compris. J'ai compris ce que tu m'as dit, » répondit Jonathan. « Mais Éléanore m'a montré les journaux. J'ai lu ce que tu as écrit sur nous, sur le père Isaac, sur le père Thomas, sur tous les autres. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu es. Je suis ta mère. Tu es un monstre, » dit Jonathan. Et sa voix se brisa sur ce mot. Catherine le gifla. Un claquement sec qui résonna dans la petite pièce. « Comment oses-tu? Après tout ce que je t'ai donné, après tout ce que j'ai sacrifié. »« Tu n'as rien sacrifié, » dit Elena, en s'avançant pour se tenir aux côtés de Jonathan. « Tu as utilisé des gens. Tu les as détruits. Tu nous as détruits. » Catherine regarda ses enfants, les voyant clairement, peut-être pour la première fois. Ils étaient unis contre elle. Même les plus jeunes, qui ne comprenaient pas pleinement ce qui se passait, sentèrent la confrontation et se tenaient avec leurs frères et sœurs aînés. Elle les avait perdus. À cet instant, Catherine prit une dernière décision désespérée. Si elle ne pouvait pas garder ses enfants, s'ils allèrent la rejeter, la quitter et détruire tout ce qu'elle avait construit, alors elle préserverait au moins
la trace de ce qu'elle avait accompli. Les générations futures sauraient ce que Catherine Thornhill avait créé, même si la création elle-même avait échoué. Elle attrapa les journaux, les tableaux, les fioles de cheveux, les serrant contre sa poitrine. « Vous croyez pouvoir m'échapper? Vous croyez pouvoir faire comme si rien de tout cela n'était arrivé? Ces archives survivront. Elles prouveront ce que j'ai bâti ici. Elles prouveront que j'avais raison. » Elle repoussa ses enfants et s'enfuit de la pièce, emportant avec elle les preuves matérielles de ses crimes. Jonathan et Elela Nena se lancèrent à sa poursuite, mais Catherine était plus rapide, portée par une énergie maniaque. Elle traversa la maison principale, sortit par la porte d'entrée et courut à travers la cour vers les quartiers. Ce qui se passa ensuite dépend de la personne à qui l'on demande. De nombreux témoignages ultérieurs se contrediraient, chacun se souvenant des événements de manière légèrement différente, façonnée par son propre traumatisme et sa propre perspective. Ce qui est certain, c'est que Catherine atteignit les quartiers en portant ses journaux et ses échantillons. Ce qui est certain, c'est que la population asservie, réveillée par le tumulte, sortit de ses cabanes pour voir la maîtresse qui les avait tourmentés pendant 16 ans courir vers eux dans l'obscurité, serrant contre elle les preuves de ses atrocités. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un, peut-être Hope, peut-être l'un des hommes, peut-être plusieurs personnes à la fois, décida que c'était le moment, que c'était ainsi que cela devait se terminer. Catherine Thornhill disparut cette nuit-là. Ses journaux furent retrouvés éparpillés dans la boue à l'extérieur des quartiers, des pages déchirées et souillées. Les fioles de cheveux avaient été brisées, les tableaux avaient été brûlés, et Catherine elle-même avait simplement disparu. Jonathan et Elela Nena arrivèrent au quartier quelques minutes après leur mère et trouvèrent le chaos. Des gens criant, courant dans toutes les directions. L'odeur âcre de la fumée là où quelqu'un avait allumé un feu pour brûler les papiers de Catherine. Mais Catherine n'était pas là. « Où est-elle » exigea Jonathan. Hope le regarda avec une expression qu'il ne sut pas interpréter. « Partie. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Elle est partie et elle ne reviendra pas. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Ce qu'elle méritait, » répondit Hope simplement. « Maintenant tu as un choix, garçon. Tu peux faire un scandale à propos de ta mère, ou tu peux comprendre que la justice a été rendue ici ce soir et laisser les choses en l'état. » Jonathan regarda Elela Nena. Le visage de sa sœur était pâle, ses yeux grands ouverts, mais elle hocha lentement la tête. « Laissons ça, » murmura-t-elle. Le lendemain matin, Catherine Thornhill fut déclarée disparue. Le vieux monsieur Kendrick, le contremaître, fouilla la propriété mais ne trouva rien. Il signala la disparition au shérif de Waynesboro, qui vint enquêter mais conclut finalement que Madame Thornhill avait probablement fui la région par crainte de l'avancée des forces de l'Union, une hypothèse raisonnable, étant donné la détérioration de la situation militaire. Personne des quartiers ne parla de ce qui s'était passé. Jonathan, Elela Nena et les autres enfants ne dirent rien. Le dossier officiel indique simplement que Catherine Thornhill disparut dans la nuit du 17 mars 1864 et ne fut jamais revue. Mais tout le monde à Thornhill savait la vérité, même s'ils n'en parlaient jamais à voix haute. Catherine avait été tuée cette nuit-là. Son corps avait été dissimulé quelque part sur les 1700 acres de la plantation. Et ses enfants, sa descendance biologique, ses expériences de reproduction, son héritage, avaient choisi de laisser ces meurtriers impunis, parce qu'ils comprenaient que leur mère avait mérité son sort. La guerre se termina 14 mois plus tard. L'armée du général Sherman traversa la Géorgie à la fin de 1864, passant à 30 miles au nord du comté de Burke, sans jamais atteindre directement Thornhill. La Confédération s'effondra en avril 1865. La liberté arriva pour la population asservie de Géorgie par une combinaison d'occupation militaire, du 13e amendement et du simple fait que le système de servitude ne pouvait plus être maintenu. À Thornhill, la transition fut compliquée. Jonathan, en tant qu'aîné de Catherine, avait une certaine revendication légale sur la propriété, mais son statut était ambigu, légalement esclave, selon le droit de la Géorgie, mais aussi héritier biologique de Catherine. L'avocat Talbot, à Waynesboro, tenta de démêler la situation mais finit par abandonner. La propriété tomba dans une sorte de limbe juridique. La plupart des personnes anciennement réduites en esclavage quittèrent Thornhill quelques semaines après l'émancipation. Elles se dispersèrent à travers la Géorgie et au-delà, cherchant des membres de leur famille, vendus des années auparavant.
cherchant des opportunités dans les villes, ou mettant simplement autant de distance que possible entre elles et le lieu de leur souffrance. Certaines restèrent, au moins au début. Hope demeura sur place, aidant à organiser ceux qui n'avaient nulle part où aller. Thomas resta, le père biologique d'Elellanena, qui put enfin, après 16 ans, reconnaître ouvertement sa fille. Ils eurent une seule conversation à propos de Catherine, de ce qui lui avait été fait à lui et à Elellanena. Puis, ils n'en parlèrent plus jamais. La douleur était trop profonde, trop entremêlée avec l'injustice fondamentale de toute la situation. Elellanena, elle-même, resta à Thornhill jusqu'en 1867. Pendant ces années d'après-guerre, elle apprit à exister en tant que personne libre, bien que les dommages psychologiques de son enfance ne se soient jamais complètement résorbés. Elle s'installa finalement à Savannah, où elle travailla comme couturière et épousa un charpentier nommé William Foster. Elle n'eut jamais d'enfant. Elle ne parla jamais publiquement de sa mère ni de son enfance. Lorsqu'elle mourut en 1903, sa notice nécrologique ne fit aucune mention de Thornhill, ni du comté de Burke. Jonathan resta plus longtemps sur la plantation, essayant de travailler la terre avec un petit groupe d'hommes affranchis qui étaient restés. Mais le marché du coton était déprimé, les sols étaient épuisés, et la réputation de la propriété avait commencé à se répandre dans la communauté noire du comté de Burke. En 1869, Jonathan abandonna et quitta le domaine. Il erra vers l'ouest et finit par s'installer au Texas sous un nom d'emprunt. Il mourut en 1891. Parmi ses rares possessions se trouvait un petit carnet dans lequel il avait écrit, encore et encore, en minuscules caractères, « Je n'ai pas choisi cela. Je n'ai pas choisi cela. Je n'ai pas choisi cela. » Le domaine de Thornhill lui-même se dégrada rapidement. La maison principale fut partiellement détruite par un incendie suspect en 1871. Les structures restantes tombèrent en ruine. Les terres furent finalement saisies pour impôts impayés et vendues aux enchères en 1878 à une compagnie forestière qui rasa les arbres anciens et divisa la propriété en parcelles. Mais en 1871, quelque chose fut découvert qui ramena toute l'histoire à l'attention du public. Brièvement, du moins. Un foreur de puits, travaillant sur une propriété voisine, perça accidentellement un ancien système souterrain sur ce qui avait été autrefois le territoire de Thornhill. À l'intérieur, à 30 pieds de sous terre, se trouvait un squelette. Les restes étaient en grande partie intacts, préservés par les conditions fraîches et sèches. Ils appartenaient à une femme, probablement âgée de 30 à 40 ans. Des fragments de tissu suggéraient une robe des années 1860. Un médaillon métallique corrodé retrouvé près du squelette contenait 2 portraits miniatures, un homme et un jeune garçon. Le coroner de Waynesboro examina les restes et conclut que la femme était morte des suites d'un traumatisme contondant au crâne. Le squelette fut enterré dans une tombe anonyme au cimetière du comté. Le registre officiel identifia les restes uniquement comme « femme inconnue », découverte sur l'ancienne propriété de Thornhill, 1871. Mais les habitants de la communauté noire du comté de Burke savaient qui c'était. L'histoire avait été transmise en chuchotement, dans les cuisines et les églises, sous forme de langage codé, protégeant ceux qui avaient été présents cette nuit-là de mars 1864. Ils savaient que Catherine Thornhill avait été tuée par les personnes qu'elle avait réduites en esclavage et brutalement maltraitées. Ils savaient que son corps avait été caché dans un puits profond ou un système souterrain. Ils savaient qu'une forme de justice avait été rendue. Au fil des années, d'autres informations émergèrent, toujours fragmentaires, toujours incomplètes. En 1889, un homme mourant en Alabama confessa à un pasteur qu'il avait aidé à assassiner son ancienne maîtresse en Géorgie pendant la guerre. Il ne donna aucun nom, aucun détail, mais le pasteur nota la confession dans ses registres. En 1902, une femme à Savannah, la petite-fille de Hope, écrivit un court mémoire mentionnant « La nuit où la maîtresse diabolique disparut et où personne ne la pleura ». La preuve la plus accablante apparut en 1923, lorsqu'un historien étudiant l'histoire de la guerre civile dans le comté de Burke découvrit une cache de lettres dans le sous-sol du palais de justice. Parmi elles se trouvait une lettre écrite en 1865 par le capitaine de l'Union Samuel Reynolds, qui commandait l'une des premières unités fédérales à entrer dans le comté après la fin de la guerre. Reynolds écrivait « Nous avons découvert des preuves troublantes dans une propriété appelée Thornhill Estate.
indiquant des expériences systématiques de reproduction menées par la défunte propriétaire sur des personnes réduites en esclavage, y compris sa propre descendance biologique. Les détails sont trop grotesques pour être rapportés dans leur intégralité, mais de nombreux témoins ont confirmé que cette femme, Catherine Thornhill, avait mis en place un programme visant à créer une population asservie auto-reproductrice par la reproduction forcée sur plusieurs générations. Les témoins nous ont également informé que Madame Thornhill avait disparu en mars 1864 et, bien qu'ils n'aient pas explicitement déclaré ce qui s'était produit, leur intention était suffisamment claire. J'ai choisi de ne pas poursuivre l'affaire, car il me semble que quelle que soit la justice exercée sur cette femme, elle était pleinement méritée. J'ai ordonné à mes hommes de ne rien dire de ce que nous avons appris ici. La lettre fut classée et de nouveau oubliée jusqu'à ce qu'une étudiante en doctorat la découvre en 1954, alors qu'elle recherchait pour sa thèse sur la reconstruction en Géorgie. Elle tenta de vérifier l'histoire, interrogeant des résidents âgés du comté de Burke susceptibles de se souvenir de récits familiaux de cette époque. La plupart affirmèrent ne rien savoir. Une femme de 93 ans, arrière-petite-fille de l'une des personnes réduites en esclavage à Thornhill, déclara seulement « Certaines choses sont arrivées qui devaient arriver. Certaines personnes ont fait ce qu'il fallait faire, et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Le dernier mystère de Thornhill Estate concerne les 23 enfants retrouvés enfermés dans le sous-sol lorsque les troupes fédérales arrivèrent. Le rapport officiel du capitaine Reynolds les mentionne, tout comme plusieurs lettres écrites par des soldats de son unité. Les enfants furent libérés et placés dans des familles d'hommes et de femmes affranchis dans le comté de Burke et les environs. Mais ce qu'ils devinrent ensuite est perdu pour l'histoire. Certains d'entre eux ont sûrement survécu jusqu'à l'âge adulte. Certains ont probablement eu des enfants à leur tour, ce qui signifie qu'il existe aujourd'hui des personnes vivant en Géorgie ou ailleurs qui portent l'héritage génétique de Catherine Thornhill sans le savoir. Ils pourraient descendre de Jonathan, d'Elela Nena ou de l'un des autres enfants issus du programme de reproduction. Ils pourraient porter certains de ces traits distinctifs, des yeux vert pâle, des cheveux auburn, des pommettes marquées, qui caractérisaient la descendance de Catherine. Ils ne sauront jamais que leur ancêtre a bâti son héritage sur l'un des systèmes d'exploitation et de cruauté les plus calculés de l'histoire américaine. Ils ne sauront jamais qu'ils existent parce qu'une femme a décidé de traiter des êtres humains comme du bétail, de bâtir une dynastie sur la reproduction forcée et le contrôle génétique. Ils ne sauront jamais que le corps de leur arrière-arrière-arrière-grand-mère repose dans une tombe anonyme du comté de Burke, placée là par les personnes qu'elle avait tourmentées, des personnes dont nous ne connaîtrons jamais les noms parce qu'elles ont protégé leurs secrets, même dans la liberté. Aujourd'hui, le site de Thornhill Estate n'est plus que champs et forêts. Le comté n'a installé aucun marqueur historique. Aucun livre sur l'histoire du comté de Burke ne mentionne la plantation en détail. Les fondations de la maison sont encore visibles si l'on sait où regarder, enfouies sous des décennies de feuilles et de végétation. L'ancien puits où le corps de Catherine fut caché s'est depuis longtemps effondré et rempli de terre. Mais l'histoire persiste, transmise par la tradition orale dans la communauté noire du comté de Burke, murmurée dans les cercles généalogiques, évoquée de manière oblique dans des articles universitaires sur l'esclavage et l'eugénisme. Elle persiste parce qu'elle représente quelque chose de vrai et de terrible sur l'histoire américaine. Non seulement la brutalité de l'esclavage lui-même, mais la manière dont les êtres humains rationalisent et systématisent la cruauté lorsqu'ils détiennent un pouvoir absolu sur les autres. Catherine Thornhill s'était convaincue qu'elle construisait quelque chose de révolutionnaire, qu'elle créait un nouveau modèle de gestion de plantation, qu'elle assurait l'avenir de sa famille. En réalité, elle perpétuait et intensifiait l'un des plus grands maux de l'humanité, et les personnes qu'elle exploita, celles qu'elle fit se reproduire de force, qu'elle contrôla et tourmenta, l'effacèrent finalement de l'histoire aussi complètement qu'elle avait tenté d'effacer leur humanité. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé, ou reste-t-il encore des secrets enfouis sur cette terre du comté de Burke? La vérité est que nous ne connaîtrons peut-être jamais l'ampleur complète de ce qui s'est passé à Thornhill Estate. Les personnes qui l'ont vécu, les survivants, ont choisi d'emporter certains secrets dans leur tombe. Et peut-être est-ce leur droit. Peut-être que certaines histoires appartiennent à ceux qui les ont endurées, et non aux historiens ou aux conteurs. Mais nous pouvons honorer ces personnes en nous souvenant que leur résistance comptait, que leur survie comptait,
qu'elles ont survécu au système conçu pour les détruire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux histoires cachées de votre propre communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les plongées profondes dans les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires qui remettent en question ce que vous pensez savoir sur l'histoire. Et souvenez-vous, le passé n'est jamais aussi loin derrière nous que nous aimerions le croire. À la prochaine vidéo.